Bonjour, je m'appelle Paul, je suis le fondateur d'une chaîne YouTube Investify pour démocratiser l'investissement. On se retrouve sur un premier format pour faire une interview et qui de mieux que Mickaël pour faire cette première interview. Mickaël qui est un ami d'enfance et on travaille ensemble pour être totalement transparent. Salut Mickaël, comment tu vas ? Salut Paul, ça va très bien et toi ? Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et Mickaël, est-ce que toi c'est la première fois que tu fais une interview comme ça ou pas du tout ? Ouais, effectivement, c'est la première fois. Ouais, moi aussi, première fois ensemble, comme ça c'est sympa de la faire ensemble. Peut-être pour se commencer, là, l'objectif de l'échange, c'est d'en savoir un peu plus qu'est-ce que tu fais, de te présenter un peu plus et de comprendre un peu sur la partie d'investissement, parce que voilà, aujourd'hui on parle d'investissement. Donc peut-être pour commencer, Mickaël, est-ce que tu peux te présenter rapidement et présenter ce que tu fais aujourd'hui ? Ouais, donc voilà, moi j'ai un parcours académique assez classique, licence de droit, école de commerce. J'ai ensuite directement travaillé dans un family office donc qui ne conseillait que les grandes fortunes et ça fait à peu près 3 ans maintenant qu'avec 4 associés j'ai lancé Patrimaille qui permet justement de démocratiser un maximum les investissements normalement réservés aux grandes fortunes. Ok, trop bien. Et quand tu parles de grandes fortunes, c'était quoi toi tes estimations globalement ? Vous accompagnez quel type de clients vous à l'époque ? Alors c'était des tickets d'investissement qui allaient entre 500 000 et 5 millions d'euros, donc des personnes qui avaient quand même déjà les moyens entre guillemets. Et l'idée c'était justement de se dire que c'était des personnes qui avaient accès à des très bons investissements, beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus rentables que monsieur et madame tout le monde en banque. Et on a décidé justement de lancer Patrimaille et de pouvoir démocratiser un maximum ces investissements-là et de les rendre accessibles au plus grand nombre. Donc aujourd'hui au final tes clients c'est plus forcément les mêmes qu'il y avait avant, peut-être quelques-uns qui vous ont suivi de l'époque, et donc c'est de s'adresser à d'autres types de personnes qui n'étaient pas forcément suivies sur ces thématiques-là, c'est ça en gros ? Exactement, ils n'étaient pas conseillés, ils n'étaient pas suivis, donc il y a déjà une approche dans la durée qui n'était pas assurée, et en plus de ça de donner accès à des investissements beaucoup plus haut de gamme à monsieur et madame tout le monde, donc il faut toujours un minimum bien sûr sur lequel travailler, mais l'idée c'est justement d'ouvrir ces investissements, de les rendre accessibles au plus grand nombre. Ok, trop bien. Donc au final c'est comme ça un peu que vous démarquez et que vous simplifiez l'investissement. Et toi pourquoi, notamment avec tes associés, tu étais en poste dans ce family office là, je pense que tu devais bien gagner ta vie en finance, etc. Pourquoi vous avez décidé justement de lancer quelque chose ? Pourquoi décider de se lancer dans l'entrepreneuriat ? Alors déjà, comme tu l'as dit, c'est une aventure entrepreneuriale. C'est d'abord une aventure entre potes. Mes associés sont avant tout des potes avant d'être des associés. Donc ça facilite énormément. Donc il y a cette aventure entrepreneuriale. Il y a aussi cette mission de se dire que on s'est rendu compte que avoir accès à ces investissements-là, c'est juste une histoire d'avoir accès à l'information. En fait, aujourd'hui, ces investissements-là, comme nous, on a une certaine base de clientèle. En fait, en mutualisant notre clientèle, en regroupant tous nos clients, on arrive comme si on était un seul et même client auprès de nos partenaires de gestion de fortune que tu dois connaître de nom, Rothschild, JP Morgan, Morgan Stanley, des grands fonds d'investissement type Blackstone, etc. Et en fait, en arrivant comme si on était un seul et même client avec tout notre portefeuille de clientèle, finalement, on arrive à donner accès à des tickets à ces investissements-là, à des tickets bien inférieurs à ceux initialement prévus. À partir de 10, 15, 20, 30 000 euros, on a déjà accès à de très très beaux produits auxquels les banques n'ont pas forcément accès et qu'ils ne vous proposeront pas parce que demain, mon client qui est à la Société Générale ou à la BNP, il n'aura jamais accès à des produits Morgan Stanley ou Rothschild, quoi. Ok, super intéressant. En gros, ça veut dire que normalement, peut-être pour avoir accès à certains investissements, il faut peut-être 1, 2, 3 millions d'euros. Et toi, en fait, ce que tu fais, c'est que tu vas dire à ton partenaire, moi, fais-moi confiance, je vais avoir 1 million d'euros. Et après, au final, tu distribues ça auprès d'investisseurs particuliers qui investissent des plus gros montants. Et donc, au final, tu leur permets d'avoir accès à des choses qu'ils n'ont pas forcément accès d'habitude, quoi. C'est exactement ça. Et pour même aller plus loin, forcément, comme dans toute grosse structure, on a des stratégies qui sont déjà prédéterminées. Peu importe les profils d'investisseurs, peu importe les objectifs, c'est ce qu'on peut aussi retrouver en banque où on est un peu en manque de conseils. Et c'est vrai que là, comme on est totalement indépendant dans notre manière de faire, capitalistiquement, on est totalement indépendant. On n'est pas rattaché à un réseau, on n'est pas marié à des banques, à des compagnies d'assurance ou à nos partenaires financiers ou immobiliers. Donc ça nous laisse un très large panel de choix pour sélectionner le ou les investissements qui correspondraient le mieux dans chacune des situations de nos clients. Et ça permet d'avoir cette objectivité dans le conseil qu'on peut apporter, quoi. Ouais, t'as un alignement des intérêts plutôt que si
par exemple, tu travailles que dans une banque, tu vas que vendre leurs produits, leurs services, Exactement. alors que peut-être il y a un autre produit qui est plus adapté pour cette personne-là, et au moins tu as complètement une indépendance dans ton conseil, et ça, je pense que c'est exactement ça, c'est vraiment ce qu'on appelle architecture fermée versus architecture ouverte. Nous, on est clairement dans cette architecture ouverte. Chaque mois, je propose des produits qui sont différents. Encore une fois, mon driver, ma ligne directrice, c'est l'horizon de placement de mon client, son profil d'investisseur, son appétence au risque, etc. Ok, donc comment ça se passe en fait? Si moi je veux investir avec toi, derrière en fait on va faire plusieurs échanges où d'abord tu vas essayer de comprendre un peu moi qu'est-ce que je veux, comment je veux investir, etc. Différents éléments, et après ça tu vas me conseiller, c'est ça, d'une manière différente plus ou moins mes objectifs, c'est bien ça? C'est très exactement ça. Premier rendez-vous, déjà on se présente pour qu'on t'explique déjà un petit peu la valeur ajoutée qu'on peut t'apporter, etc. On fait ce qu'on appelle un bilan, un audit patrimonial, un bilan de santé de ta situation patrimoniale. Voilà, on va regarder ensemble où tu en es professionnellement, ce que tu as pu déjà mettre en place si tu as déjà un patrimoine immobilier ou financier, surtout tes projets et objectifs futurs. Et c'est vraiment en fonction de tout ça qu'ensuite, dans un second temps, on prépare une stratégie d'investissement de laquelle découlent un ou plusieurs investissements, tous hérités de la gestion de fortune justement. Et dans un troisième temps, tu me dis si ça te plaît, et si ça te plaît, on signe un contrat ensemble sur le ou les produits que je t'aurais présentés, et le suivi aussi est mis en place, puisque le but c'est bien évidemment de ne pas te laisser dans la nature avec ces investissements, mais d'assurer un réel suivi, parce que c'est aussi un gros manquement, je pense, de la banque de ne pas suivre leurs clients, et justement c'est comme ça qu'on arrive à établir des stratégies patrimoniales sur du très long terme et accompagner nos clients sur ces sujets-là. Ok, super. Et je voulais revenir sur un point que tu as mentionné. Vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat entre potes. Je pense qu'il y a des gros avantages. Mais est-ce que tu vois certaines limites à certains moments, ou peut-être parfois plus dur de se parler, ou t'as peur de perdre une amitié ou autre? Alors c'est sûr que forcément c'est pas tout, on n'est pas d'accord sur tout, en plus on est 5 associés, donc évidemment qu'il y a des échanges, mais ce qui est bien justement quand on est beaucoup d'associés et qu'on est potes, c'est que déjà on est bienveillants les uns envers les autres, on s'écoute, et justement plutôt qu'être à deux où finalement si on est en désaccord il peut y avoir des situations de blocage très compliquées, là au moins on est 5 et c'est beaucoup plus facile de dialoguer et d'avancer et de prendre des décisions même finalement plus rapidement que si on était 2 ou 3. Ouais, parce que c'est vrai qu'au final, s'il y a une majorité, tu te dis peut-être faut que je me remette en question. Donc, exactement. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on est 3 contre 2 qu'on va pas en discuter. Le but c'est qu'il y ait aucune frustration, et ça c'est justement, je pense, la dimension pote qui permet aussi d'avancer plus vite et mieux. Ok, super. Et donc l'entrepreneuriat, je pense que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Il y a bien évidemment des côtés positifs, mais je pense qu'il y a beaucoup de côtés où tu as des galères qu'on voit pas forcément à l'écran et qu'on n'en parle pas forcément. Est-ce que toi, tu peux nous parler justement d'un moment de difficulté d'entrepreneurial où tu te dis putain là c'était vraiment chaud, je sais pas comment je l'ai surmonté? Alors il y en a évidemment plein. Je pense que le propre d'un chef d'entreprise, c'est de gérer des galères toute la journée. C'est ce qu'on fait, au quotidien. Moi je pense que si j'avais eu ce recul là, parce que c'est ma première vraie aventure entrepreneuriale, je pense que le secret, alors je pense pas qu'il y en ait, je pense pas qu'il y ait de recettes, mais c'est de la mise en place de process automatisés et rapide d'exécution. Je pense que si on met à disposition auprès de nos forces commerciales des outils, des services, du conseil, un accompagnement au niveau du management et faire vraiment du micro-management, tout ça c'est des process à mettre en place dès le départ pour finalement avoir les mêmes pratiques si on est 5 ou si on est 50 quoi. Ouais, en fait ce que tu dis c'est de donner les meilleures conditions à tes équipes pour qu'ils puissent travailler efficacement et être assez sereins là-dessus. Exactement, et se structurer, parce qu'un sales c'est un sales, un middle office c'est un middle office, un back office c'est un back office, et je pense que si on mélange un petit peu les différents métiers, que ce soit le front, le middle ou le back, je pense que ça fonctionne pas, donc c'est vraiment de mettre en place des process très structurés. Et donc concrètement, je pense qu'on commence à comprendre ce que fait Patrimail. Mais toi, est-ce que, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a quand même pas mal de CGP assez traditionnels, ça fait un petit moment que globalement ils font à peu près tous la même chose, est-ce que c'est quoi la principale différence que Patrimail par rapport à un cabinet assez traditionnel? Alors nous déjà, comme tu l'as compris, donc notre vision c'est ça, mais on n'est pas les seuls à pouvoir démocratiser la gestion de fortune. Nous on essaye vraiment de s'installer pile poil au milieu entre les banques digitales où finalement elles sont très transparentes sur les frais, où on a des frais, des contrats qui peuvent
peuvent être assez réduits, mais finalement il n'y a aucun conseil, il n'y a aucun suivi, il n'y a pas d'accès à ces investissements-là. Et d'avoir, comme la banque privée, un vrai conseil, la banque de gestion de fortune, un vrai conseil, un vrai suivi, et puis surtout l'accès à ce type d'investissement. Nous, on essaye vraiment de se mettre au milieu des deux, d'avoir cette approche très tech, entre guillemets, parce qu'on est en train de développer une plateforme qui permettra d'agréger finalement tous les contrats de nos clients et même tout leur patrimoine qu'ils ont par ailleurs. Donc ça permet d'avoir un suivi beaucoup plus efficace. Il pourra chatter en live avec son conseiller, il pourra avoir accès à tous les documents sur une seule et même plateforme. Donc ça, c'est évidemment la tech au service de l'humain. Et on met quand même l'humain au centre du projet. Et c'est vrai que quand on regarde soit les banques privées qui ont un très bon conseil mais beaucoup de frais, et de l'autre côté les plateformes d'investissement ou les banques digitales qui ont très peu de frais mais pas de conseils, nous on essaye d'allier les deux pour mettre l'humain au centre du projet, mais avec une vraie expérience client et pour adresser forcément une clientèle jeune que les cabines traditionnelles, j'imagine, ne pourront pas adresser avec leur approche, quoi. Ok, en fait ce que tu dis, c'est un peu un cabinet 2.0 où vous avez commencé un peu par le côté un peu traditionnel, parce que vous faites peut-être avec différents produits qui sont peut-être un petit peu plus innovants là, mais où vous commencez à mettre de la tech ou de l'innovation pour justement un peu fluidifier l'expérience client et être un peu différenciant. Ok, c'est vrai que c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font un peu le pari inverse, qui commencent par la tech et qui après essayent de se raccrocher au CGP. Au final, vous avez commencé un peu par le côté plus traditionnel. C'est notre métier, on sait ce qu'on fait, on a notre domaine d'expertise, où là on apprend en essayant d'incorporer de la tech. C'est très exactement ça, ce sera toujours l'humain au centre du projet, et on n'est pas une boîte 100% tech, on n'est pas un modèle SaaS, on est vraiment un cabinet de conseil, une fintech de conseil en investissement, mais avec un humain derrière. Et c'est d'ailleurs, je pense, comme ça que notre ticket moyen d'investissement chez Patrimaï, c'est peut-être entre 80 et 120 000 euros. Quand on regarde au niveau des plateformes, c'est plutôt entre 3 et 5 000 euros le ticket moyen. Et je pense que c'est parce qu'il y a un humain derrière, parce qu'on éduque nos clients sur ces sujets, parce qu'on leur fait comprendre l'intérêt de cette stratégie, que on arrive à avoir des tickets beaucoup plus intéressants. Au final, vous, comme il y a un conseil, ce que tu dis, c'est que les gens sont capables de mettre des montants beaucoup plus importants. Ils limitent tout le patrimoine chez vous, parce que vous avez un suivi complètement différenciant, que juste tu mets ton argent sur X ou Y plateforme et derrière t'as pas trop de suivi, tu sais pas trop où ça va, quoi. C'est exactement ça. Et même pour aller encore plus loin par rapport à ce que tu dis, ce qui est très vrai, c'est que nous on n'a pas une approche produit comme peuvent l'avoir ces plateformes. C'est-à-dire que quand on va sur cette plateforme, on va sélectionner un profil d'investisseur. Est-ce que je veux du sécurisé, est-ce que je veux du équilibré ou du dynamique, et en fonction de ça on nous propose une allocation. C'est une approche qui est très produit. Et moi je pense que si le client ne comprend pas pourquoi il investit là-dedans, pourquoi cet investissement-là en particulier s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus globale, avec différents horizons de placement, avec différents niveaux de risque, je pense que c'est cette éducation-là et ce travail-là qui permet d'avoir beaucoup plus de confiance dans les stratégies qu'on propose. Ouais, parce qu'en fait, c'est un peu prêt à l'emploi, tu dois choisir une parmi 3 ou 4 offres, alors que toi tu peux lui faire des choses un peu sur mesure. Exactement, et on est très agile, c'est vraiment du sur mesure, et c'est ça notre force, exactement. Ok, trop cool. Ok, et donc concrètement, moi si par exemple je suis un investisseur et on échange, concrètement dans quoi je peux investir chez Patrimaï ? Alors encore une fois, comme on est très généraliste, c'est très très large. Donc encore une fois, ça va dépendre de ton profil d'investisseur. Ça va dépendre aussi de tes objectifs. Il y a des personnes qui veulent simplement faire valoriser un capital, d'autres qui veulent préparer la retraite ou financer les études des enfants. Ça va dépendre aussi de ta situation professionnelle, parce que chacun ses capacités. Donc c'est à ça que sert justement le bilan patrimonial. Et donc après, on a un très large univers d'investissement. Ça va de placements immobiliers traditionnels avec du loueur meublé non professionnel sur un appartement ou sur une résidence étudiante, ou même des EHPAD ou des maisons de retraite. Ça peut être de l'immobilier professionnel. On entend beaucoup parler en ce moment d'immobilier de logistique avec l'explosion du e-commerce, et c'est forcément une typologie d'immobilier qui va avancer, qui va accompagner cet essor du e-commerce et les modes de consommation qui changent. Donc voilà, immobilier d'habitation professionnel. Ça peut être aussi des placements financiers, mais ça veut tout et rien dire. Des placements financiers, ça peut être du private equity, c'est de l'investissement sur des sociétés qui sont non cotées. Je pense à Qui veut être mon associé, mais il y a aussi des fonds d'investissement qui structurent une offre qui permet d'avoir accès aux plus grosses boîtes non cotées. Ça peut être de l'investissement sur des actions en direct ou sur des fonds d'investissement qui elles-mêmes investissent dans plein d'actions différentes, donc ça permet de diversifier. Des produits structurés, des actions, des obligations, des matières premières, des devises. Enfin, c'est un univers qui est très très large, et tout le sens de Patrimaï aussi, c'est de pouvoir diversifier un maximum pour ne pas mettre, on connaît cet adage, tous nos œufs dans le même panier. Et donc en fait, tu as accès à énormément de solutions, et c'est quoi ? C'est le conseiller ou la personne en face de toi qui
choisi en fonction de ce que tu disais, du profil de risque et du profil de combien tu gagnes. Exactement, okay. Exactement. Et après, c'est nous, avec notre expertise, et c'est une des choses qui nous différencie des banques, c'est que les banques, si vous lui dites je veux ouvrir un livret A, je veux ouvrir une assurance vie, vous ouvrez un livret A, une assurance vie. Moi, la difficulté aussi de mon métier, c'est parfois d'aller à l'encontre du client, parce que je pense que chacun a son métier. Je pense que mes clients parleraient beaucoup mieux que moi de leur métier, et je pense que la réciproque est vraie aussi. Et donc, du coup, de pouvoir aussi leur présenter, leur donner mon avis et mon expertise, ça permet aussi de remettre un petit peu en question leurs acquis, qui souvent sont mauvais parce que forcément ils n'ont pas cette expertise que nous on peut avoir, et de pouvoir les diriger vers des investissements qui selon moi sont les meilleurs pour eux et pas selon eux. Ok. Et justement, c'est une bonne transition, tu parlais de banque. Pourquoi, par exemple, moi je m'y connais pas trop en investissement, j'ai un peu d'argent à la banque, pourquoi justement je devrais faire confiance à Patrimail, pourquoi je devrais aller chez Patrimail plutôt que de laisser mon argent à la banque? Alors on en a dit déjà un certain nombre, c'est et ça c'est pour le coup la première valeur ajoutée, l'accès aux investissements plus haut de gamme et plus rentable hérité de la gestion de fortune, donc être vraiment conseillé comme une grande fortune avec ces investissements-là. Deux, d'avoir cette indépendance dans le conseil qu'on peut apporter, de ne pas être rattaché à un réseau, à une banque qui nous obligerait à faire tel ou tel produit, parce qu'on assure un suivi dans le temps, et que nous, il n'y a pas écrit Rothschild, il n'y a pas écrit BNP ou il n'y a pas écrit Morgan Stanley sur notre devanture. Donc notre meilleure carte de visite, c'est nos clients, donc on va les accompagner, on va vraiment les suivre, parce que c'est aussi comme ça qu'on pérennise notre activité, qu'on pérennise notre business, en se faisant recommander auprès de leur entourage. Dès qu'ils ont une arrivée de cash importante ou pas d'ailleurs, ils pensent à nous directement, donc c'est comme ça qu'on arrive à pérenniser notre activité. Donc les trois grands points: accès aux solutions normalement réservé aux grandes fortunes, 2, l'indépendance dans le conseil qu'on peut apporter, et 3, le suivi dans le temps qu'une banque n'assure pas du tout. Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, le suivi dans le temps, je pense que c'est un gros point, parce que parfois il y a des investisseurs qui justement aujourd'hui laissent tout leur argent à la banque, et sauf que tu regardes la rentabilité, à la fin ils ont 2% en dessous de l'inflation, et tu te dis, mais quand tu as vraiment beaucoup de cash juste à ta banque, tu te dis mais c'est très limité ce que tu peux faire, et même pour le même niveau de risque tu peux aller chercher des choses qui sont clairement beaucoup plus optimisées, quoi. Aujourd'hui, même toi tu dois le voir avec tes clients, et c'est ce que j'avais pas forcément en tête avant de commencer ce métier. Il y a énormément de personnes qui ont énormément d'argent, qui dorment sur des comptes à terme, des assurances vie en fonds euros qui tournent à 2%, des livrets, etc. C'est des investissements qui sont toujours sous l'inflation, donc c'est même pas de l'argent qui dort, c'est de l'argent qui perd à cause du niveau d'inflation. Finalement, tout ce qui est en dessous du niveau d'inflation en termes de rentabilité, c'est même pas de l'argent qui dort, c'est de l'argent qui est perdu. Donc clairement, moi j'hallucine de voir ça, et c'est un crime contre la gestion saine de son patrimoine de ne pas au moins rester ouvert sur ces sujets. Ça veut pas dire qu'on va avancer aujourd'hui ensemble, mais juste de mettre des premières briques pour mettre en place une stratégie qui permettrait demain de valoriser tout ça, quoi. Mais c'est vrai que parfois tu vois des clients juste par facilité, parce qu'ils savent pas trop où se diriger, ils laissent juste leur argent à la banque, et quand tu leur proposes des solutions, tout de suite ils sont très réceptifs. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une partie d'éducation. Je pense qu'en France il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de connaissances sur ces sujets-là, et qui par méconnaissance laissent leur argent malheureusement à la banque. Bien sûr, et comme tu le disais, un problème de confiance aussi, c'est un sujet qui est un peu tabou en France, et nous on est là pour éduquer, on est là aussi pour donner confiance. Nous, encore une fois, tu l'auras compris, on est un intermédiaire entre nos clients et nos partenaires de gestion de fortune, qui eux ont leur propre solution d'investissement. Donc en fait, je demande même pas de faire confiance à Patrimail entre guillemets. L'idée, c'est de faire confiance à des grandes institutions de renom comme les grandes banques ou les grands fonds que j'ai cités tout à l'heure. Parce qu'au final, toi, l'argent va jamais chez Patrimail. Jamais. Jamais. D'accord. C'est juste le conseil qui est de Patrimail, et toi, tu utilises des solutions annexes pour. Exactement. C'est un petit peu comme du courtage en investissement, comme du courtage en financement. On va faire appel à un courtier qui va nous trouver le meilleur financement. Là, c'est du courtage en investissement avec une casquette quand même de conseil qu'un courtier n'a pas, mais en tout cas, de mettre en relation avec les meilleurs acteurs du marché et les meilleurs distributeurs de solutions du marché. Ok. C'est clair. Et je pense justement, toi, tu as vu pas mal d'investissements. C'est quoi, de ton expérience, le pire investissement que tu as vu d'un client ou que tu as fait ? C'est une bonne question. Le pire investissement, oui, voilà, ça c'est un classique, et il y a énormément de mes clients à qui on a proposé ça et qui en ont aussi en portefeuille. Ça veut pas dire que 100% du marché est mauvais, mais une grande majeure partie, pour les raisons que je vais évoquer, c'est l'investissement en Pinel. Globalement, ce qu'on appelle l'immobilier défiscalisant, c'est on achète sur le papier, ça peut être très sexy, on achète de l'immobilier, donc un bien immobilier, c'est souvent dans le neuf parce que ça rentre dans le cadre de la Pinel pour bénéficier de la réduction d'impôt à la clé. Donc on achète un bien immobilier à crédit, on a des loyers en face qui permettent de rembourser le crédit. En plus, à la clé, on
a une réduction d'impôt. Donc on a l'impression que sur le papier, c'est le meilleur investissement au monde. Mais en fait, c'est un des pires. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on investit dans le neuf. Comme on investit dans le neuf, on paye 15 à 20% plus cher que la vraie valeur de marché, l'investissement. Pourquoi ? Parce que c'est du neuf. Contrairement à de l'ancien, ça coûte mécaniquement plus cher. Et en plus, il y a tellement d'intermédiaires entre le promoteur qui construit l'immeuble et le client final que finalement, on paye 15 à 20% plus cher que sa vraie valeur. Ensuite, deuxièmement, on parlait de loyers qui vont être perçus de cet investissement locatif. Ces loyers sont encadrés par la loi Pinel et ils sont encadrés de manière très basse. Et pour calculer la rentabilité d'un investissement immobilier, c'est très simple. On prend les loyers qu'on perçoit, on le divise par le prix d'acquisition. Si on a des loyers qui sont bas par rapport à un prix d'acquisition qui est plus haut que sa vraie valeur, on a une rentabilité qui est pas bonne. Alors si on rentre la réduction d'impôt, ça permet d'amortir un petit peu cette mauvaise rentabilité, mais ça reste quand même un élément hyper important à avoir en tête. Et la réduction d'impôt, elle dure 6, 9 ou 12 ans. Donc finalement, au bout des 9 ou 12 ans de défiscalisation, parce qu'au bout des 9 ou 12 ans, il n'y a plus de défiscalisation possible, le client a deux choix. Soit il le passe en nu et il le loue de manière très traditionnelle, mais comme on l'a vu, la rentabilité est très mauvaise, encore plus avec l'absence de réduction d'impôt. Et en plus de ça, de l'autre côté, on a un bien immobilier qu'on a acheté trop cher il y a 12 ans, mais qui 12 ans après n'est plus du neuf. Donc perd en plus de sa valeur parce que tout le monde qui a investi dans le même immeuble en Pinel va vouloir le revendre au même moment. Donc ça va faire chuter la valeur du bien immobilier qu'on a déjà acheté trop cher 12 ans avant. Donc finalement, quand on met tout ça bout à bout, la réduction d'impôt que vous avez à la clé de tout ça, vous la reperdez à la revente. Donc, ça ne veut pas dire que 100% des Pinel sont mauvais et il ne faut pas y aller. Ça veut dire qu'il faut être très très attentif et que globalement, c'est pas un bon investissement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne propose jamais ça en gestion de fortune. En gestion de fortune, même s'il existe des investissements défiscalisants et des investissements défiscalisants très intéressants, on va pas faire un investissement dans l'unique but de défiscaliser. L'investissement, c'est fait pour s'enrichir, et si on s'enrichit, on va payer de l'impôt. Le but, c'est évidemment d'optimiser un maximum ces impôts-là, mais ça va pas être notre fil conducteur, notre objectif d'avoir une réduction d'impôt à la clé, c'est d'abord de s'enrichir sur des sous-jacents solides qui se revalorisent, etc. Pour bien comprendre, c'est en gros le Pinel, c'est un programme qui est fait par l'État français, c'est ça ? C'est des programmes structurés, quoi. Exactement. Donc tu vas acheter du neuf, par exemple dans la ville d'à côté de chez toi. Tu vas avoir un appartement. Dedans, tu vas mettre un locataire, c'est ça. Et en fait, tu défiscalises quoi ? Tu défiscalises ton déficit foncier, c'est ça ce que tu perds ? Alors non, il y a vraiment une réduction d'impôt sur le montant qui a été investi. Et en fonction de la durée, 6 ans, 9 ans, 12 ans, la réduction d'impôt est progressive en fonction de ça. Il y a aussi un dernier inconvénient que je n'ai même pas cité, mais c'est que si on n'a pas de locataire, il n'y a pas de réduction d'impôt. Donc, et c'est possible de la vacance locative, surtout sur les endroits des programmes Pinel qu'on connaît, où c'est à 40 km de Toulouse, où c'est au fin fond d'endroits où sans jugement de valeur, où il y a moins de demandes. Donc du coup, quand on met tout ça bout à bout, franchement, c'est un investissement où effectivement l'État nous donne un crédit d'impôt, mais c'est un investissement qui globalement mes clients, moi qui ont déjà fait ça sur des précédents dispositifs type Cellier, de Robien, etc., ne s'y sont jamais retrouvés. Et Cellier et tout, c'est quoi ? Ils rebrandent juste à chaque fois le Pinel ? C'est juste la loi, le nom du ministre qui a créé la loi, donc voilà, mais c'est à peu près la même chose à chaque fois. Et justement, je pense que c'est une bonne transition vers justement l'immobilier en France. Aujourd'hui, les taux étaient assez hauts, il y avait peu de dynamisme et tout. Toi, concrètement, comment tu vois justement cet avenir un peu de l'investissement immobilier en France ? Est-ce que pour toi, c'est toujours quelque chose d'intéressant ou tu mets certaines réserves ? Ça reste intéressant quoi qu'il arrive, c'est comme n'importe quel investissement d'ailleurs, il n'y a pas de bon moment pour investir. L'investissement immobilier en France, effectivement, là on est rentré dans une ère qu'on n'a pas connue depuis les 10-15 dernières années, où on était dans un environnement de taux bas, où l'argent était gratuit et où l'immobilier n'a fait que croître. Alors c'est certain qu'un appartement à Paris va pas prendre autant de valeur sur les 10 prochaines années que sur les 10 dernières, parce que c'est très simple à comprendre. Quand on a des taux qui sont bas, on a de l'immobilier qui prend de la valeur. Quand on a des taux qui sont hauts, on a de l'immobilier qui perd. C'est un mécanisme. Forcément, plus on a des taux qui sont hauts, moins on a des gens qui vont emprunter, moins on a de demandes sur un marché, plus ce marché il baisse. Et vice versa de l'autre côté. Donc en fait, l'idée c'est de se dire aujourd'hui comment on va se projeter dans de tels investissements. Aujourd'hui, justement, on est plutôt dans un bon point d'entrée parce qu'on sort d'un environnement de taux qui était très bas et avec une explosion des taux qui a fait chuter le prix de l'immobilier. Donc comme sur les marchés financiers, quand on a un marché qui baisse, c'est plutôt un bon point d'entrée pour investir. Donc pourquoi pas le faire ? Avec des taux qui certes seront plus hauts que
que ceux qu'on a connus il y a quelques années. Mais finalement, un taux, c'est renégociable. Par contre, un prix d'acquisition, ce sera jamais renégociable. Donc en fait, c'est même un très bon point d'entrée aujourd'hui pour investir dans l'immobilier. Et l'immobilier, par définition, par essence, c'est un investissement qui doit se voir sur du long terme. Tout simplement parce qu'il y a des frais affiliés à l'immobilier, les frais de notaire, des frais d'agence, des petits travaux et d'autres charges exceptionnelles ou fixes comme des charges de copro, une taxe foncière, un ballon d'eau chaude qui casse, etc. Donc tout ça, c'est des charges qu'il faut amortir pour s'y retrouver. Donc c'est un investissement qui doit se voir sur le long terme. Et quand on regarde un investissement sur le long terme, sauf encore une fois si on est allé dans un emplacement qui est pas bon, mais si on a investi dans un centre-ville où il y a beaucoup de demandes locatives, où la demande est tendue, on sait que sur du long terme, c'est une valeur de refuge qui va prendre de la valeur, peu importe notre point d'entrée. Mais encore plus quand on est en crise immobilière, comme ça peut être le cas aujourd'hui ou avec l'explosion des taux, où là, on a un excellent point d'entrée sur le marché immobilier. Donc, foncez avec des taux qui commencent à rebaisser. On a déjà les premiers signaux de baisse de taux avec la Banque Centrale Européenne qui a déjà entériné entre l'année dernière et cette année 6 baisses de taux. Donc, ça permet de se projeter sur des taux qui vont baisser avec des prix de l'immobilier qui aujourd'hui ne sont pas encore repartis à la hausse. Donc, pour le coup, on a un très bon point d'entrée sur le marché immobilier aujourd'hui. Ce que tu dis en fait, c'est que au final, la clé, c'est combien tu achètes ton bien. Aujourd'hui, tu peux l'acheter un peu moins cher justement que dans les prochains mois. Et en fait, à notre copain qui veut jamais emprunter parce qu'il dit c'est jamais le bon moment, on a tous ce copain-là. Justement, c'est peut-être le bon moment de s'y pencher maintenant parce que tu vas acheter peut-être peu cher et tu vas peut-être pouvoir renégocier ton crédit, quoi. C'est exactement ça. Alors que effectivement, demain, quand les taux se restabiliseront de manière très basse, on repartira dans un environnement où le marché ne fera que monter et où là, pour le coup, le prix d'acquisition, il n'est pas renégociable, quoi. Et donc, pour parler d'autres investissements, toi, Michael, est-ce que toi, tu connais ou tu as une classe d'actifs qui est un peu pour toi sous-estimée aujourd'hui ou les gens lambda, entre guillemets, connaissent pas forcément? Alors oui, complètement. Celle qui me vient premier en tête, c'est le private equity. Le private equity, c'est de l'investissement dans des sociétés non cotées. Pourquoi c'est un investissement qui est complètement sous-coté? Parce que c'est déjà la classe d'actifs qui a le plus performé par rapport à toutes les autres. Quand on prend un indice, par exemple, le MSCI World, qui est un panier qui reprend les plus grosses actions mondiales, pour faire très simple, sur les 10, 15 ou 20 ans, il y a une performance en moyenne de 8% par an. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, quand on a un horizon long terme, que ce soit sur le marché immobilier ou le marché financier, on va s'y retrouver, surtout quand on investit sur les plus grosses boîtes mondiales, parce que leur intérêt, c'est de générer de la performance. S'ils ne le font pas, c'est que ce n'est pas une grosse boîte. Du coup, sur le marché du private equity, si on prend la moyenne du marché du private equity au niveau des fonds d'investissement de private equity, c'est en moyenne 13% de rentabilité, de performance par an sur 10, 15 ou 20 ans. Et quand on prend même ceux qui sont dits de premier quartile, c'est-à-dire ceux qui génèrent le plus de performance, on est même plutôt en moyenne à 16% de performance annuelle. Tout ça pour te dire que c'est un investissement qui est complètement sous-coté parce que c'est normalement réservé aux grandes fortunes. Et là, je reprends par rapport à l'approche qu'on a nous chez Patrimaille, c'est que si on prend toutes les familles fortunées européennes et américaines, elles ont 25% de leur portefeuille investi en private equity, entre 25 et 30% selon l'Europe ou les US. Tout ça pour te dire que c'est une classe d'actifs qui est surreprésentée dans les portefeuilles des familles fortunées. Est-ce que tu as une idée de combien est cette proportion-là, cette classe d'actifs-là, dans le portefeuille d'un client privé comme toi et moi? Je sais pas, peut-être 10%? Moins de 1%. Pourquoi? Parce qu'en fait, les tickets d'investissement minimum pour avoir accès à ces meilleurs fonds, qui génèrent plus de 15% par an de rentabilité de performance, c'est entre 10 et 30 millions d'euros. En fait, ces fonds d'investissement-là n'acceptent pas de tickets d'investissement minimum en dessous de plusieurs millions d'euros, voire plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, c'est réservé qu'aux institutionnels ou qu'aux familles les plus fortunées. Et aujourd'hui, justement, c'est une classe d'actifs qui est en plein essor parce qu'on a pas mal de plateformes d'investissement qui permettent d'ouvrir ces investissements-là. Alors, c'est toujours réservé quand même à des personnes qui ont les moyens parce que le ticket d'investissement est à partir de 100 000 euros. Mais ça démocratise quand même énormément cette classe d'actifs. Donc, c'est un vrai produit de diversification. Et nous, dans nos stratégies, aujourd'hui, on intègre toujours cette classe d'actifs. On a toujours une poche sur de l'immobilier, d'habitation professionnelle, une poche sur les marchés cotés avec des actions, des fonds actions, avec même des obligations et ce genre de choses. Et justement pour continuer pour compléter cette stratégie, on va chercher du non coté parce que ça répond à des cycles économiques qui sont différents, à des logiques économiques qui sont différentes, et c'est surtout une classe d'actifs qui est la plus performante possible. Alors qui dit très bonne performance dit aussi un risque
qui est plus important que si on investissait dans de l'immobilier ou dans des choses à capital garanti. Mais le risque est très maîtrisé grâce à l'expertise des fonds qu'on vient choisir, parce que c'est les meilleurs, encore une fois, historiquement, et ils vont chercher des performances assez hallucinantes qu'on ne retrouve pas ailleurs, quoi. Ok. Et en gros, le private equity, pour l'expliquer assez simplement, c'est quoi? Parce que souvent on parle de fonds, etc., on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe derrière. Assez simplement, c'est quoi le private equity? Alors, en réalité, le private equity, ça peut être décomposé en 3 voire 4 sous-catégories. Okay. Il y a d'abord ce qu'on appelle le VC, le venture capital. En gros, c'est qui veut être mon associé. Ok, ce qui fait les gros titres souvent. Exactement, c'est souvent les boîtes qui très globalement vont pas s'y retrouver, enfin les investisseurs dans ces boîtes là vont pas s'y retrouver, mais 1 sur 100 va faire x90 parce qu'on a trouvé la pépite, type Conto, type Lydia ou ce genre de choses, des licornes qu'on connaît même françaises. Donc c'est par exemple qui veut être mon associé, on investit sur une très jeune boîte et on fait un vrai pari, mais dans la majeure partie des cas on n'a pas de performance à la clé, sauf si on a parié sur le bon cheval, et c'est 1 sur 100. Ensuite il y a le gros capital, ça c'est la prise de participation minoritaire dans des boîtes qui sont à leur seuil de rentabilité, voire qui sont déjà un petit peu rentables. Donc là déjà on a déjà une visibilité beaucoup plus certaine sur la performance que ça va pouvoir générer, et donc c'est des fonds d'investissement qui, grâce à l'argent d'investisseurs privés, viennent investir et prendre minoritairement des parts dans une société pour l'aider à se développer. Et ensuite la principale, le leverage buyout, le LBO, ou capital transmission en français, ça c'est des fonds d'investissement qui, via l'argent investi par les clients privés, viennent prendre des participations majoritaires dans des boîtes qui sont déjà très rentables. Et donc ça sert à quoi pour une boîte de faire un LBO? C'est justement, pour les fondateurs déjà, de faire un exit assez sympa, mais au-delà de ça, c'est justement d'aller chercher de la croissance externe. Par exemple, racheter le petit concurrent du coin, restructurer toute la partie financière ou la partie management, restructurer plein d'autres choses, et ça permet justement d'aller encore plus loin dans le développement de la société en question. Et ensuite, il y a le capital retournement, où là, c'est typiquement Bernard Tapie qui rachetait des boîtes à 1 euro symbolique et qui les redressait. Donc nous, justement, quand je parlais de l'investissement private equity via nos plateformes partenaires, déjà les fondateurs, c'est des gérants de fonds. Donc ils ont déjà un historique de 20 ans sur des fonds où ils ont déjà généré plus de 20% par an de performance, donc ils ont leur expertise, elle est complètement acquise. Et du coup, nous, on s'intéresse dans les offres de private equity qu'on propose que aux grosses et aux LBO. Jamais au VC et jamais au capital retournement. En gros, si moi je suis un fonds d'investissement, par exemple, je vais soit faire de la grosse ou je vais investir chez Patrimail parce que voilà, ils rentrent dans ma typologie d'investissement. J'investis chez eux, je prends une petite partie de l'equity, et pour faire de la croissance, peut-être développer certains marchés ou autres, c'est ça. Ou soit on est en LBO où je vais peut-être vous racheter complètement pour peut-être racheter des concurrents ou autres. C'est comme ça que ça se passe. Alors exactement, à la seule nuance près que c'est pas notre client qui va directement investir dans les boîtes en question, c'est au travers de ce qu'on appelle des fonds d'investissement qui eux ont une expertise pour savoir telle boîte il faut la racheter pour plein de raisons, ou il faut prendre une participation pour plein de raisons, et donc nous on fait confiance à l'expertise de fonds d'investissement qui ont prouvé leur expertise, parce que plus de 15% par an de performance sur les 20 dernières années, c'est pas donné à tout le monde, et donc du coup nous c'est pas Patrimail qui le fait, c'est notre partenaire au travers de son expertise, et nous notre métier c'est justement de sélectionner les meilleurs partenaires et les meilleurs experts dans chaque domaine. Et en fait c'est ça, c'est des experts qui font ça et qui décident des investissements et quelle boîte ils vont racheter, etc. Et c'est eux qui gèrent ça. Exactement. Et toi, en tant qu'investisseur particulier, toi, tu prends juste un pari sur de la diversification, parce qu'eux, ils vont acheter plusieurs boîtes, ils vont vendre plusieurs boîtes. C'est tout le principe de passer par un fonds d'investissement aussi, c'est ça, c'est de pouvoir être un maximum diversifié, de ne pas avoir en portefeuille une seule boîte, mais d'avoir 50, 100 boîtes différentes dans un seul et même fonds. Et parfois, dans l'offre qu'on propose, il y a plusieurs fonds d'investissement qui ont des stratégies qui elles-mêmes vont être différentes. Il y en a qui vont être sur du B2B, il y en a qui vont être sur du B2C, il y en a qui vont être sur du service, du logiciel, de la santé, des stratégies géographiques différentes. Certains fonds vont être plus investis aux US, d'autres plus en Europe. Donc ça permet d'avoir une très très grande diversification et d'aller sélectionner 6 à 7, voire parfois sur certains partenaires 15 fonds d'investissement différents, ce qui permet de mutualiser un maximum son risque et de maîtriser un maximum son risque. Ça veut dire qu'en fait toi tu investis dans un fonds, mais derrière il va investir dans d'autres fonds
qui investit sur énormément de boîtes différentes, qui investit dans différents secteurs, différentes géographies. Au final, toi, en un investissement, tu es ultra diversifié, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Ok, super intéressant. Pour parler justement là on parlait du non-coté, le private equity, pour parler de plus de côté, aujourd'hui on est fin mars, enfin début avril même 2025, on voit quand même pas mal d'instabilité sur les marchés boursiers. Je sais pas toi comment tu vois justement cette instabilité, est-ce que tu vois une certaine crispation des investisseurs, une certaine peur ou pas du tout ? Alors effectivement, dans mon métier, il y a une dimension psychologie de l'investisseur qui est hyper importante, et c'est toute la difficulté, encore une fois, de notre métier, puisqu'on fait le même métier aujourd'hui, d'éduquer nos clients et de leur faire comprendre qu'il n'y a pas de bon moment pour investir. En fait, ceux qui se trompent, c'est ceux justement qui procrastinent. Combien j'ai finalement de gens qui sont pas clients mais de prospects qui étaient très intéressés par ma solution, mais c'était pas le bon moment parce qu'ils avaient peur de telle ou telle chose, ou parce qu'ils prévoyaient d'acheter peut-être une résidence principale dans 5 ans et finalement n'ont jamais investi, n'ont pas acheté leur résidence principale et finalement ils ont perdu 5 ans d'investissement. En fait, il n'y a pas de bon moment pour investir. Alors évidemment, il y a des meilleurs moments pour rentrer sur les marchés financiers, notamment en pleine crise financière. Si je prends l'exemple de mars-avril 2020, en plein Covid, on a tous les marchés qui ont fait -30, ceux qui ont acheté des actions du CAC ou d'autres indices mondiaux, ils sont très contents aujourd'hui de l'avoir fait, donc c'est bien de trouver le bon point d'entrée, mais ce sera toujours très compliqué de trouver le bon point d'entrée, le bon point de sortie. Encore une fois, chacun son métier, c'est le métier d'un trader, et encore il y a beaucoup de traders qui se trompent aussi là-dessus, donc personne ne sait ce qui va se passer. Il faut justement se familiariser avec tout ça. Ça veut pas dire mettre tout son portefeuille d'un seul coup sur les marchés cotés, sur les marchés financiers cotés. Ça veut juste dire peut-être de mettre mensuellement une petite partie de l'épargne, ce qu'on appelle un effort d'épargne mensuel, ce qui permet de lisser son risque et de dire qu'il y aura des moments où on achètera les actions parce qu'on sera en pleine crise financière, donc on achètera des actions à bon prix. D'autres moments où on aura des actions peut-être à moins bon prix, mais ça permet de lisser son point d'entrée et de maîtriser un maximum son risque. En tout cas, pour répondre vraiment à ta question et sur la volatilité, le risque des marchés actuellement, évidemment, en ce moment, entre Trump et ses droits de douane et la situation en Allemagne où ils font un énorme plan de relance économique, la situation en Europe avec l'Ukraine où on veut se réendetter, tout ça, ça donne et de la volatilité sur les marchés financiers, sur les actions, et de la volatilité sur les taux aussi. Quand on parle d'emprunt, forcément, ça peut jouer aussi sur les taux. Tout ça, c'est un environnement qui est incertain, mais justement, dans une période aussi incertaine, il y a aussi d'énormes opportunités. Et nous, aujourd'hui, on arrive à sortir des produits de taux 100% capital garanti avec des rentabilités conditionnelles à 7% par an, sans aucun risque de perte en capital. Ça ne veut pas dire que la rentabilité est garantie, mais le capital est garanti. Donc en fait, c'est des choses comme ça qui permettent de profiter de cette période incertaine pour aller chercher justement des opportunités. Donc moi, ce que je dis aux clients qui justement veulent sécuriser dans une période où c'est incertain, ne prenez pas de risques, mais il existe quand même des opportunités sans prendre de risques dans des périodes aussi incertaines. Ouais, c'est vrai qu'au final, justement, peut-être quand on regarde aussi, si on investit que dans des moments où c'est très certain, où les taux sont bas, etc., certes, tu vas être sûr, mais ta rentabilité, elle va être pas ouf, quoi. Exactement. Donc après, il faut aussi savoir peut-être investir une partie dans des moments où c'est sécurisé parce qu'on est plus serein, mais aussi justement se familiariser avec des moments où c'est incertain parce que c'est quand même là où on va chercher un peu plus de rentabilité. C'est très exactement ça. On parlait de crise immobilière. Investir en immobilier aujourd'hui, c'est un bon point d'entrée. Demain, si on retrouve une crise financière, là, moi, j'inciterais vraiment mes clients à aller acheter des actions en direct ou des fonds actions parce qu'on sait que c'est les soldes, en fait, quand on a des crises. Et dans des moments un peu incertains comme ça, où on peut pas considérer qu'on est en crise financière aujourd'hui, mais on a une vraie volatilité à cause de l'incertitude et les marchés détestent l'incertitude, et là d'aller chercher des produits d'opportunité comme on peut en avoir justement dans des structures comme la mienne. Ok, très clair. Et justement, tu as mentionné tout à l'heure la diversification. On nous parle souvent de diversification, mais est-ce que si moi j'ai pas un gros patrimoine, j'ai pas énormément d'argent à investir, est-ce que je peux quand même diversifier mes investissements ? Alors oui, et d'ailleurs je vais même plus loin que ça, c'est un devoir de nous dans notre travail, notre métier, on est accrédité par l'autorité des marchés financiers, et c'est même un devoir qu'on a, on a un devoir de conseil envers toi. Donc quand tu viens investir chez nous, on ne pourra jamais te dire investis mais tous tes œufs dans le même panier, c'est en réalité quelque chose qui est interdit. Mais même si ça l'était pas en réalité, c'est ce que je conseillerais, il faut justement diversifier un maximum.
maximum. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile de le faire avec 1 million d'euros qu'avec 10 000 euros. Mais aujourd'hui, bien sûr qu'il faut commencer à diversifier. Donc encore une fois, utiliser sa capacité d'endettement sur de l'immobilier. Capacité d'endettement, c'est en fait, on crée de l'argent à partir de rien, puisque on place de l'argent qui n'est pas à nous, c'est de l'argent de la banque. Et le crédit, il est remboursé par les loyers qu'on perçoit si on a fait un investissement relativement convenable. Donc en fait, utiliser sa capacité d'endettement sur le marché immobilier, utiliser son cash sur les placements financiers, mais encore une fois, sur les placements financiers, on peut avoir de l'obligataire, on peut avoir de l'action cotée, on peut avoir des produits structurés, on peut avoir du private equity. Donc on est capable de diversifier et c'est évidemment ce que je conseillerais dès le départ. Ok, donc même si tu n'as pas forcément un gros patrimoine, tu peux quand même commencer à investir. Et justement, pour rebondir sur ce que tu disais, tu m'as dit c'est plus facile de diversifier si j'avais 1 million à investir. Toi, si tu avais 1 million à investir demain, qu'est-ce que tu ferais? Tu l'investirais comment? Alors je donnerais tout à ma femme et à ma fille. Du coup, il y a plein de choses à faire. Le néophyte pourra dire j'achète ma résidence principale, mais 1 million d'euros en réalité ça va vite, et oui et non. C'est-à-dire que nous on habite à Paris, 1 million d'euros à Paris c'est même pas 100 mètres carrés, donc pour une famille de 2-3 enfants ça peut aller très très vite. Non, il y a plein de choses à faire en réalité. Déjà avec 1 million d'euros, si je le mets entre guillemets en garantie à la banque, la banque peut accepter de me prêter 3. Donc déjà, je permets de sécuriser mon 1 million d'euros, et j'en parlerai après sur comment je pourrais le décomposer. Mais déjà, grâce à mon 1 million d'euros, parce que j'ai gagné au loto grâce à Paul, je vais pouvoir lever 3 millions. Donc c'est déjà les 3 millions que je vais pouvoir lever en dette, je vais les investir en immobilier. Encore une fois, ma mensualité de crédit sur cette dette-là va être globalement remboursée par les loyers que je perçois si je fais un investissement convenable. Ensuite, sur le 1 million d'euros restant, je vais pouvoir le placer sur les marchés financiers. Je vais déjà mettre une bonne poche sur du sécurisé, parce que moi je suis pas j'ai pas un profil d'investisseur très risqué. Je préfère déjà avoir une bonne partie de sécurisé. Quand je dis du sécurisé, ça peut être des fonds euro boostés comme on en entend aujourd'hui. C'est du capital garanti avec une liquidité qui est assurée sous 24-48 heures et qui permet d'aller chercher quand même des rendements autour de 3,5-4% de rentabilité, ce qui est pas négligeable pour une poche très sécurisée. Ensuite, d'autres produits, comme je t'en avais parlé, des produits obligataires, des produits de taux qui permettent aussi de me sécuriser, mais d'aller chercher cette fois-ci déjà un petit peu plus de rendement. Et ensuite, sur une poche plus dynamique, d'aller chercher des actions, des produits structurés sur actions, mais voilà, ça met 1 heure à expliquer, donc je l'expliquerai pas maintenant. Et bien sûr, une petite poche private equity pour aller diversifier. Ça me permettra d'avoir un patrimoine sur de l'immobilier d'un côté d'habitation, sur de l'immobilier professionnel, sur des produits de taux qui sont sécurisés, donc des obligations, sur des produits actions en direct ou indirect via des produits structurés, et sur du non-coté avec le private equity. Donc là, vraiment, j'ai diversifié un maximum, et finalement, avec 1 million, sans même avoir généré la moindre performance, j'ai déjà 4 avec les 3 que j'ai levés. Ouais, c'est ça qui est intéressant, et c'est ça le réflexe, je pense, des bons investisseurs. C'est si tu as un cash, au lieu de l'investir directement ou d'acheter une résidence principale et après il te reste plus grand chose à investir, tu as tout mobilisé, c'est d'essayer justement d'utiliser les leviers bancaires qui est vraiment la clé, et après d'utiliser le cash pour essayer de dynamiser un peu ton épargne et surtout de diversifier tes investissements. Exactement. Ok, c'est intéressant, on fait le tour de pas mal de choses. Je pense justement, ça fait un petit moment que tu travailles dans le secteur. Je voulais savoir si tu avais eu un peu des anecdotes un peu folles avec un client ou justement avec un de tes collaborateurs sur de l'investissement ou un truc un peu marrant. Alors j'en ai plein des anecdotes parce que en quasiment 10 ans d'expérience dans ce métier, j'en ai vu beaucoup. Moi, maintenant que je manage pas mal d'équipes, j'ai pas mal aussi d'anecdotes de certains des consultants que je manage. Là, on sort du cadre un peu sérieux pour avoir une anecdote assez marrante. Donc moi, à l'époque où j'ai commencé ce métier, le digital entre guillemets n'existait pas, puisque on n'avait pas, c'était très peu démocratisé, surtout sur les sujets d'argent, les visios et ce genre de choses. Donc tous les rendez-vous, on les faisait en physique. Donc moi, quand j'ai commencé ce métier-là, je me souviens que je prenais ma voiture et j'allais faire des 2 heures de voiture pour aller faire des rendez-vous. Donc on faisait des rendez-vous en physique. Donc mon consultant, là c'est une anecdote d'un de mes consultants, va en rendez-vous, arrive chez la cliente et la cliente l'accueille en peignoir. Donc là c'était pas que de l'investissement. Donc là on parlait pas que d'investissement, lui fait visiter son appartement, arrive à la chambre, elle demande à mon consultant si le tableau qu'il y a dans sa chambre elle le trouve beau, et le tableau c'était en fait la cliente qui était peinte nue sur le tableau. Donc un peu gênant pour mon consultant, mais une très belle anecdote à raconter. Est-ce qu'il l'a signé à la fin ou pas? Non. Sympathique. C'est vrai que tu dois avoir pas mal d'histoires parce qu'au final tu rentres un peu dans l'intimité des personnes. Bien sûr. Et encore plus à l'époque, je pense, parce que tu allais directement chez les gens.
Mais c'est vrai que tu rentres dans des détails parfois où tu te dis... J'ai des anecdotes où j'ai fait la nounou parce que je m'occupais des enfants pendant que les clients signaient les offres de prêt ou les documents contractuels. Donc non, on rentre vraiment dans l'intimité des gens. Ça, c'est aussi ce qui me plaît, moi, dans mon métier. Ce côté relationnel. On a évidemment un côté très technique où il faut être crédible, il faut savoir de quoi on parle, mais il y a un énorme côté relationnel qui est hyper important, quoi. Bien sûr. Et je pense... Tu as dû le voir, je pense, sur le terrain. Aujourd'hui, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, il y a pas mal de gens, je pense qu'en France, qui sont pas forcément éduqués. Peut-être des nouvelles générations, ça change un petit peu. Mais on voit qu'il y a pas mal de personnes qui sont novices sur ces sujets-là. Et est-ce que toi, tu pourrais donner 3 conseils, justement, pour quelqu'un qui veut débuter à investir, assez facile et assez concret à mettre en place? Donc là, on parle vraiment pour les jeunes cadres qui n'auraient pas forcément un capital de départ, mais qui souhaiteraient quand même investir. Ouais, donc du coup, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Déjà, le premier levier pour s'enrichir, c'est le levier de l'emprunt. Ouais. Aujourd'hui, si vous avez un salaire, que vous êtes en CDI avec une période d'essai qui est validée, vous avez une capacité d'endettement, en tout cas si vous n'avez pas un trop gros loyer. Cette capacité d'endettement, encore une fois, c'est de l'argent qui n'est pas à vous. Vous empruntez de l'argent à la banque et le crédit est remboursé en grosse partie par les loyers. Alors si on met tout bout à bout, c'est-à-dire les charges, la gestion, les impôts générés par les loyers qu'on perçoit, etc., il y a peut-être un petit effort d'épargne mensuelle à sortir, voire parfois pas forcément, si on fait un très très bon investissement et qu'on a de très gros loyers par rapport au prix d'acquisition. Donc déjà, la première chose à faire, c'est justement d'aller voir sa banque ou d'aller voir des personnes comme moi pour vous les conseiller justement sur ce type d'investissement où finalement vous créez un patrimoine à partir de rien grâce à l'argent de la banque. Ensuite, il y a aussi, toujours pareil, on parlait de diversification, investissement sur les marchés cotés, on peut le faire sur des choses très classiques, c'est-à-dire des indices. Un indice, c'est un panier qui représente plusieurs actions. Le CAC 40, c'est les 40 plus grosses actions françaises par exemple. On peut acheter directement des indices mensuellement. Et c'est ce que j'expliquais. On n'aura pas besoin de chercher le meilleur point d'entrée, le meilleur point de sortie, parce qu'en fait, on va acheter régulièrement ces actions-là et sur du long terme, on sait que ça va performer. Donc, plus on commence tôt, mieux c'est dans cet investissement. Et pour finir, un investissement défiscalisant, parce qu'on sait qu'on est quand même un pays où on a beaucoup de fiscalité, c'est un gros sujet pour les Français et c'est normal. Il y a des investissements qui existent, qui sont même socialement responsables, qui permettent par exemple de développer les dom-tom et qui permettent en face d'avoir une réduction d'impôt à la clé. Ça peut être du plan épargne retraite, donc outre le fait que l'argent du client se valorise sur un plan épargne retraite parce que c'est placé sur des actions, des obligations, etc. Il y a aussi à la clé une réduction d'impôt qu'on peut avoir, une défiscalisation qui permet de réduire un maximum tout ça. Et plus on anticipe ces sujets-là tôt, plus on économise de l'impôt, plus on pourra s'enrichir grâce à cette économie d'impôt en l'investissant ailleurs. Et ça vient encore une fois s'inscrire dans des stratégies globales. Et plus on commence tôt, mieux c'est. Et il y a déjà des choses très intéressantes à faire, même à partir de quelques centaines d'euros par mois, quoi. Ok, en fait, la clé, c'est si t'as pas forcément du capital de côté, mais t'as un effort d'épargne mensuel, tous les mois t'arrives à mettre de côté, et tu peux faire des choses intéressantes, en plus diversifier, un peu d'immobilier, un peu d'indices ETF, quoi. Sur long terme, si tu fais ça, en plus tu lises ton point d'entrée et ça fait des grosses différences à la fin. Et aussi peut-être de la défiscalisation, parce qu'en France, on a pas mal de fiscalité. On juge pas, bien évidemment, pas du tout dans la politique. Quasiment ici, le pays le plus fiscalisé du monde. Clairement, donc c'est vrai qu'il y a des sujets qui peuvent être intéressants, et pourquoi s'en passer en plus, complètement. C'est pas du tout justement de l'évasion fiscale. Il y a beaucoup de personnes qui croient que c'est de l'évasion fiscale, mais pas du tout. Après, il y en a qui pensent que la frontière est très fine entre optimisation et évasion, mais en tout cas, oui, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses qui existent et qui sont mises à disposition par l'administration fiscale. Exactement. C'est des dispositifs qui existent et qui sont créés par l'administration fiscale. Donc si c'est là, autant en profiter, bien sûr. Ouais, clairement. Ok, très clair. Pour peut-être revenir sur Patrimail, on en a parlé rapidement, mais vous aujourd'hui, c'est quoi concrètement les ambitions de Patrimail sur les 5 prochaines années ? Alors je vais peut-être paraître un peu prétentieux, mais bon, je pense que c'est aussi le propre des entrepreneurs d'avoir vraiment confiance en leur projet. Nous, on a une ambition d'être la première plateforme d'investissement qui met au centre de son projet l'humain. Je pense qu'aujourd'hui, des plateformes, il en existe plein, et en réalité, je dis pas qu'elles sont mauvaises, pour le coup, il y en a qui sont très bien dans ce qu'elles font, mais où il n'y a pas de conseil humain derrière, où c'est des robots derrière. Moi, je pense que même si on dit que l'IA va changer nos modes de consommation, changer notre manière d'appréhender les choses, etc., je pense qu'il y aura toujours besoin d'un humain pour comprendre réellement ce qu'il y a derrière, pour avoir de l'empathie, pour se faire rassurer, parce que moi, sincèrement, à titre perso, je pourrais pas mettre tout mon patrimoine dans un robot où il n'y a pas de conseil derrière. Donc on veut être la première plateforme aujourd'hui. Je pense que nos ambitions, elles sont claires, elles sont identifiées, et je pense qu'on peut y arriver. Voilà, on a commencé il y a à peine 2 ans et demi
demi et on a déjà collecté un peu plus de 100 millions d'euros et on est aujourd'hui 30 collaborateurs dont tu fais partie, on est très fiers. Donc voilà, le but c'est d'avancer tous ensemble et comme tu l'as très justement fait depuis le début, que chacun de nos consultants puisse participer au développement de la boîte pour devenir la première plateforme de conseil en investissement en France. Ouais, et au final, ce que tu dis, c'est que c'est vrai qu'il y a plein de plateformes, mais c'est vrai que l'IA, aujourd'hui tout le monde parle d'IA et bien évidemment ça va bouleverser la société. Mais c'est vrai que tu te dis, et je pense pour certains investisseurs, ils peuvent mettre tous leurs œufs dans une IA et ça, tant mieux pour eux. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'investisseurs, je pense qu'ils vont être, j'ai besoin de quelqu'un en face qui me comprenne, qui, à ce moment-là, j'ai besoin de débloquer les fonds et juste d'avoir une interaction humaine parce que il y a même quand même un sentiment de peut-être irrationnel où tu as peut-être un peu peur de ce qui va se passer s'il y a le bug ou autre. Au moins tu sais que là il y a quelqu'un qui peut te comprendre et qui peut t'aider à n'importe quel moment. C'est exactement ça, et en fait on s'en rend compte, ça veut pas dire de ne pas utiliser l'IA. Nous encore une fois on l'utilise en préparant les stratégies d'investissement, en développant la plateforme qu'on est en train de développer pour avoir une meilleure expérience client et un meilleur suivi pour nos clients. Aujourd'hui ça veut dire l'IA au service de l'humain et pas l'inverse. Ok. Pour toi, en termes de secteur, là on balaye plusieurs sujets, mais en termes de secteur, c'est quoi toi le secteur ou l'innovation en ce moment que tu vois, que tu trouves intéressante en termes d'investissement ou que tu dis ça c'est intéressant de regarder? Je vais pas dire l'IA parce qu'on le sait que ça va bouleverser la société et en réalité on a même créé des produits autour de cette thématique et c'est évidemment une thématique d'avenir mais qui a déjà explosé. Il y en a même qui parlent de bulles à ce niveau-là et sur des indices qui ont été créés spécialement sur cette thématique. Donc attention quand même à pas trop s'emballer, même si évidemment ça va bouleverser toute la société dont notre métier évidemment. Mais voilà, moi un secteur qui parle beaucoup à mes clients et qui me parle beaucoup parce que c'est un secteur résilient, c'est le secteur de la santé. Et dans le secteur de la santé, ça peut être un secteur qui est très large parce qu'on parle souvent de la santé avec des labos, les big pharma qu'on connaît, etc. Mais l'immobilier de santé, les EHPAD, les cliniques, les pharmacies, les maisons de retraite, les résidences seniors, etc. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un vieillissement de la population qui est énorme. On sait qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'en France, je parle même pas au niveau européen ou mondial, mais ne serait-ce qu'en France, aujourd'hui, il y a énormément de demandes pour avoir accès à des EHPAD, des maisons de retraite, des résidences seniors et que très peu de place, très peu d'offres. Donc on sait que rien qu'en immobilier, c'est un secteur d'avenir et il faut être positionné sur cette thématique avec le vieillissement de la population. Et pour rester dans la continuité de ce vieillissement de la population, bien évidemment d'investir dans des secteurs, dans des grands groupes pharmaceutiques ou même cosmétiques, des chirurgies de la peau, ce genre de choses. Enfin, en tout cas, c'est un secteur qui a énormément d'avenir. Je parlais d'IA tout à l'heure, l'IA va avoir un impact aussi énorme sur ce secteur-là, donc on sait que ça va être aussi en développement. C'est des éléments qui sont rationnels et là pour le coup c'est pas un consensus qui peut nous dire que ça va aller. Là clairement c'est devant nous le vieillissement de la population, donc forcément ça servira à ce secteur-là. Ouais, c'est vrai que surtout en Europe où au final le vieillissement de la population, comme tu as dit, c'est vraiment un gros sujet. En plus c'est des gens qui ont de l'argent, donc qui sont capables de dépenser pour être bien et pour bien vieillir. Donc c'est vrai que c'est un secteur qui a de l'argent, donc tu te dis c'est vrai que c'est un secteur qui est intéressant à regarder. Et sans parler même des subventions d'État qui vont au fur et à mesure alimenter aussi ce secteur-là. Quand aujourd'hui on veut faire des soins, moi j'ai ma grand-mère qui est en EHPAD avec elle a besoin de quelqu'un toute la journée, on a aussi des aides pour ça, donc voilà, c'est un secteur forcément qui va être en expansion. On arrive bientôt à la fin. Imagine demain il y a un jeune qui vient te voir justement et qui veut se lancer, qui veut commencer en gestion de patrimoine. Qu'est-ce que tu lui conseillerais ? Alors c'est vrai que ça, nous voilà, déjà je profite de cette tribune que tu me donnes pour dire qu'on recrute et que on développe nos forces commerciales, nos sales et on les forme de A à Z sur le métier. Ça veut pas dire que on recrute que des personnes qui ont un parcours de finance. C'est une formation en continu qu'on propose et c'est vrai que on est comme je l'ai dit tout à l'heure, un métier où il y a énormément de relationnel, mais je trouve que le métier de sales, il y a un peu ce cliché, ce cliché qui est de dire le bon sales c'est celui qui a la tchatch. En réalité, moi j'ai vu des personnes avec beaucoup de talent qui n'ont pas réussi et au contraire des personnes qui n'avaient pas forcément beaucoup de talent en tant que sales, en tant que tel, mais qui ont énormément travaillé et qui sont devenus des très bons sales grâce à ça. Donc aujourd'hui, c'est la rigueur, c'est la résilience, parce que dans notre métier, il y a des moments où ça va, des moments où ça va pas. On est aussi dépendant des évolutions de marché, etc. Même si notre métier, c'est aussi surtout de s'adapter. Donc c'est
voilà, d'avoir de la résilience, évidemment d'avoir de l'empathie, d'avoir ce sens relationnel, d'être un expert de son domaine. Donc c'est aussi se renseigner tout le temps, être curieux. Ça attise la curiosité parce qu'on travaille sur plein de classes d'actifs différents et c'est en constante évolution. Donc c'est un métier où on en apprend tout le temps. Moi-même aujourd'hui, ça fait quasiment 10 ans que je fais ça, mais pourtant je continue d'apprendre. Donc voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup de régularité. Avoir l'esprit du challenge, cet esprit de compétition. Nous, on a un peu ce mode de management à l'anglo-saxonne que tu connais. Chez nous, on fait des classements, où on fait des petits séminaires au ski, dans des beaux voyages à la mer, etc. pour motiver les sales. Mais voilà, en tout cas, c'est cet esprit de compétition, beaucoup de travail et évidemment derrière du talent, de l'empathie, comprendre les besoins de l'autre pour affiner au mieux ces besoins-là et avoir des recommandations d'investissement qui sont sur mesure encore une fois. Ouais, c'est vrai que sur la partie vente, même si entre guillemets le métier ne se limite pas à ça, mais c'est vrai que sur la partie vente, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la vente c'est un peu inné. Ah bah non, j'ai pas justement cette capacité où je suis pas né comme ça, mais en fait pas du tout. La vente c'est juste de la rigueur. Faut être super sérieux. T'es rigoureux, quel que soit justement l'impact que tu as. Et je pense que c'est ça une méconnaissance de la partie vente où il faut vraiment être rigoureux, être carré et bien suivre certains processus. Et à la fin, si tu es ça, et bien évidemment, il faut avoir en plus, je pense, sur la partie investissement, il faut avoir quand même des connaissances, une expertise que tu développes au fur et à mesure. Où au final, si t'es rigoureux et en plus t'as une bonne expertise, entre guillemets, exactement. Ça le fait, quoi. Moi, ce que je dis souvent, c'est que le client, il suit. Si il contracte avec toi, à 80% il le fait pour toi, à 20% il le fait pour le produit dans lequel il investit. Ok, donc en grande partie c'est la vente. Ok. Très bien, on arrive bientôt à la fin. Je voulais savoir si justement toi, on a parlé d'entrepreneuriat, t'as quand même une vie perso, notamment avec tes jeunes papas. Donc comment tu fais un peu pour jongler justement entre ta vie pro et ta vie perso ? C'est vrai que c'est un peu compliqué, surtout que j'ai décidé de créer Patrimaille quasiment le jour où ma fille est née, donc une bonne décision. Donc voilà, moi je pense sincèrement, pour partir dans un débat un peu plus philosophique, je pense que dans la vie il y a de longs moments où on stagne. Les moments où on est en études, forcément, c'est pas là où on va exploser, sauf si on a une activité entrepreneuriale déjà à ce moment-là. Donc des longs moments où on stagne et des petits moments, soit où on explose, soit où on régresse. Et donc voilà, moi je pense qu'il faut tout faire en même temps et que c'est ce que j'ai décidé de faire aussi. Donc j'arrive à jongler bien sûr et je pense que c'est une de mes plus grandes réussites si on sort un peu du scope professionnel de pouvoir allier tout ça, surtout que nous on travaille, on fait des rendez-vous dans les moments où nos clients ne travaillent pas, donc c'est potentiellement tôt le matin ou tard le soir, donc j'essaye vraiment de me bloquer tous les matins. Moi j'accompagne ma fille à la crèche, je joue avec elle le matin, il y a des soirs évidemment ma femme met d'une grande aide là-dessus aussi, donc on se partage un peu les tâches à aller la chercher à la crèche, mais voilà, je pense que j'aurais même pas cette réussite professionnelle aujourd'hui si j'arrivais pas à trouver ce juste milieu entre tout. Et évidemment, et c'est ça aussi qui est très bien dans notre métier, c'est qu'on est très autonome finalement dans notre travail. Il y a on gère notre travail, notre temps de travail comme on le veut, et ça permet d'allier ces deux choses qui sont hyper importantes pour l'équilibre. Ouais, bien sûr. Et c'est quoi la chose dont tu es le plus fier, à part ta fille, bien évidemment? La chose dont je suis le plus fier, justement, si je reprends ta question d'avant, c'est d'allier, justement d'avoir trouvé vraiment cet équilibre entre vie pro et vie perso. Il y a des moments de rush, bien évidemment, dans notre métier. Février, mars, avril, octobre, novembre, c'est vraiment des moments de rush où là, pour le coup, c'est vrai que je suis un peu moins à la maison, mais je me rattrape sur les autres moments aussi. Voilà, je pense que c'est vraiment ça dont je suis le plus fier, de pouvoir allier vie pro, vie perso et de trouver vraiment un très bel équilibre entre tout ça. Ouais, c'est pas facile. Oh que non. Ouais. Est-ce que tu as peut-être pour finir, est-ce que tu as un message final ou un conseil ou je sais pas une question que je t'ai pas posée dont tu voudrais parler? Pas forcément, je pense qu'on a balayé énormément de sujets, mais voilà, en gros, si on doit conclure un peu toute cette discussion-là, je pense pas qu'il y ait de bons moments pour investir ou de bons profils ou de bons objectifs. En réalité, c'est toujours le moment d'investir et il faut savoir se lancer, quitte à commencer entre guillemets petit. Ça veut pas dire qu'on n'arrive pas à traiter aussi des très très gros profils parce que voilà, aujourd'hui on a des clients qui nous ont confié 1 million, 1,5 million, 2 millions d'euros, donc ça permet aussi de montrer que finalement notre offre elle est aussi très cohérente sur des gros profils et aussi sur des plus modestes. Notre but c'est aussi d'accompagner dans la durée nos clients, donc quand un client commence chez nous à 25 ans, dans 20 ans il aura certainement
certainement une fortune aussi à nous confier. Donc l'idée, voilà, c'est de vous lancer, de vous renseigner, parce que le but, c'est pas simplement de faire une confiance aveugle aux interlocuteurs, mais aujourd'hui, on a un accès à l'information qui est énorme, que ce soit avec l'IA, que ce soit avec les plateformes d'investissement, même sur notre site, on essaye vraiment de faire un travail de pédagogie qui s'appelle la Patrimai Academy, où on met des articles sur l'actualité, sur les différents produits proposés, etc. Donc renseignez-vous, mais commencez à investir quoi qu'il arrive, et avec vos convictions, parce que c'est d'ailleurs peut-être le seul sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est justement investir selon vos convictions. C'est aujourd'hui d'investir dans l'écologie, dans des investissements socialement responsables, dans des investissements qui respectent vos valeurs. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup de plus en plus, et c'est évidemment un investissement qui, selon moi, a aussi beaucoup d'avenir sur les critères dits ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ça, je pense que ça a beaucoup d'avenir, et ça, il faut le faire aussi, parce que je pense que c'est l'enjeu de notre génération. Ouais, bien sûr. Merci Mickaël, c'était un plaisir d'échanger et de faire découvrir un peu plus Patrimai et l'investissement. Je pense, n'hésitez pas à voir leur site, en plus il est top niveau, il est très très bien fait. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner, de partager la vidéo au maximum, et à très vite pour une prochaine vidéo. Merci.